Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle saison de Savoir en partage, le cycle de conférences des presses universitaires de Strasbourg et de la BNU autour des nouvelles publications de la maison d'édition scientifique de l'Université de Strasbourg. Alors ce soir, pour la première de l'année, nous avons la chance d'évoquer avec leurs deux directeurs, non pas un, mais deux ouvrages qui viennent tout juste de paraître. Le premier, L'amitié dans la littérature de voyage, usage et représentation 18e siècle, 20e siècle. Il s'agit d'une vingtaine de contributions portant à chaque fois sur des récits de voyage, et de tout ordre d'ailleurs, et au cours desquels une relation amicale s'est formée ou transformée. Alors nous aurions dû avoir avec nous Madame Nicole Dioub, qui s'excuse de son absence, mais nous avons avec nous tout de même Nicolas Bourguina. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, au sein du laboratoire Arche pour Art, Civilisation et Histoire de l'Europe. Vous êtes notamment spécialiste de la France et de l'Europe au 19e, mais aussi de l'histoire des femmes et de l'écriture féminine. Ça tombe plutôt bien, car vous êtes également le co-directeur de la collection des puces Écrits de femmes, dans lequel paraît le deuxième ouvrage du jour. Nous nous en allons au Cyclone, anthologie d'écrits de femmes exilées au 19e siècle. Alors, comme son titre que l'on doit à Luz Michel l'indique, il s'agit d'une étude d'écrits de femmes célèbres ou non ayant connu l'exil au XIXe siècle. Et il contient une série de courtes contributions, mais de nombreuses, qui mettent au jour le quotidien, la vie intime et surtout réhabilitent l'engagement politique et militant des femmes. Cet ouvrage a donc été dirigé par Alexandre Dupont. Et outre ce projet éditorial et scientifique, il s'agit également d'un projet pédagogique peu banal sur lequel nous reviendrons en fin de conférence. Alors, comme M. Bourguina, vous êtes aussi historien, vous êtes également membre du laboratoire Arche de l'Université de Strasbourg et depuis l'année dernière, membre junior de l'Institut universitaire de France. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique de notre continent et vous vous intéressez, entre autres, à la notion d'exil et de frontières. Alors, si nous avons souhaité vous faire dialoguer ce soir, c'est parce que ces deux livres ont finalement de nombreux points communs. Le voyage ou le départ vers un ailleurs, l'écriture et la mise en récit d'expériences de vie, la relation à l'autre et à l'étranger, mais aussi la nature des sources et au moins en partie la période, à savoir le long 19e siècle. Alors le plus simple pour commencer, en bon historien, c'est peut-être justement de replanter le contexte. Et donc pouvez-vous nous rappeler en quelques mots, peut-être vous, parce que vous êtes plus concerné par le quel est l'état du monde, du moins de l'Europe, dans lequel évoluent les protagonistes de vos ouvrages? Bonsoir à tous. Je suis très contente d'avoir l'opportunité de présenter cet ouvrage que j'ai dirigé donc sur les femmes en exil au 19e siècle, plutôt en Europe. Donc pour rebrasser très rapidement le contexte, hein, on est dans un contexte politique européen assez bouleversé avec un ensemble de révolutions et de contre-révolutions qui se succèdent tout au long du 19e siècle, à partir en fait de la fin du 18e siècle, de ce qu'on a appelé les révolutions atlantiques, notamment la Révolution américaine et puis la Révolution française de 1789. Puis ensuite, le continent est marqué par une série de vagues révolutionnaires, 1830, 1848, etc. etc. Et puis, en parallèle, on a aussi des mouvements royalistes qui essayent de reprendre le pouvoir à plusieurs occasions. Tout ça donne lieu aussi à des épisodes assez forts de répression politique de la part des gouvernements en place qui luttent contre les soulèvements que peuvent lancer ces acteurs, ces opposants politiques. On est dans un contexte plus largement de transformation du continent européen et aussi, on pourrait sans doute élargir le constat au continent américain. On est dans un contexte de libéralisation des sociétés, c'est-à-dire un contexte de sortie des anciens régimes avec la mise en place de régimes constitutionnels, de régimes reposant sur les libertés et les droits. C'est très progressif et très lent. Puis dans la deuxième moitié du 19e siècle, s'ajoute à cela une première phase de démocratisation très imparfaite, très incomplète aussi du continent. On est dans un contexte d'essor des États-nations, c'est cette forme politique de la modernité qui repose sur des États qui se fondent sur l'existence d'ensembles nationaux dont ils prétendent incarner la volonté politique, la souveraineté nationale. Et puis, même si là aussi c'est très lent et très, très partiel ce que je dis, et puis enfin, dernier élément de contexte, on est dans un contexte d'industrialisation du continent qui là aussi transforme les sociétés européennes avec notamment l'émergence
très progressivement au cours du 19e siècle, d'un monde ouvrier marqué par le travail en usine. Dernière chose peut-être, puisque c'est un ouvrage qui porte sur les femmes sont dans une situation, d'un point de vue politique, paradoxale au 19e siècle, puisqu'elles demeurent, voire elles sont encore plus qu'avant, exclues de la sphère politique. Elles sont considérées juridiquement comme des mineures et elles n'ont pas de droit politique, en tout cas de façon générale sur la période. Et en même temps, et c'est ce que l'ouvrage essaye entre autres de montrer, eh bien, elles participent tout de même de cette vie politique de façon différente, puisque ça ne passe pas notamment par les urnes et par les élections. Voilà pour quelques éléments. Je suis désolé, ça va très vite, mais j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Vous souhaitez dire quelque chose? Je peux peut-être rappeler que autant l'ouvrage sur l'exil féminin embrasse le long 19e siècle, autant l'amitié dans la littérature de voyage part de l'Ancien Régime pour aller en fait jusqu'au XXe siècle, puisque nous, on a quand même ratissé large et donc on a rassemblé des voyageuses découvrant l'Italie d'Ancien Régime, comme des voyageurs du sexe masculin fréquentant la Chine au début des années 70, ou bien encore traversant les mers australes au tout début des années 1970. Donc en fait, on a choisi une période qui est un petit peu plus large, qui embrasse toute l'histoire contemporaine. Voilà. Non, c'est la seule précision que je voulais. Très bien. Et autre question d'historien, sur les sources, sur les textes que vous avez utilisés. C'est des textes un peu particuliers à chaque fois, qui ont une nature particulière et qui sont quand même aussi en commun, quoi. Peut-être vous, Monsieur Bourguignat, sur quel texte vous êtes appuyé pour... Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est d'autant plus dommage que Nicole Zioub soit pas avec nous, donc elle est tombée malade et n'a pas pu nous rejoindre depuis Bâle, où elle est postdoctorante. En fait, c'est un livre qui publie les actes d'un colloque de littéraire, et on est relativement peu nombreux comme historiens dans le sommaire. Il y a moi-même, mais je le dirai tout à l'heure, j'ai traité un sujet qui n'est pas forcément celui d'un historien. Il y a Gilles Bertrand, grand spécialiste du voyage d'Italie, qui est historien de la période moderne, et puis Sylvain Venner, qui est lui aussi très connu comme historien de l'aventure et du voyage, donc qui ouvre et qui termine le volume. Mais sinon, voilà, on encadre des travaux qui sont surtout des travaux de littéraire, et de soit littérature française, soit littérature comparée, soit littérature étrangère. Et donc en fait, la plupart du temps, ils travaillent soit sur des récits de voyage en bonne et due forme, donc estampillés comme tels, qui appartiennent à ce sous-genre de la production littéraire, ou bien ils privilégient des correspondances et des textes autobiographiques, et dans ce cas-là, on se rapproche en fait du type de matériaux qu'on rencontre dans l'ouvrage Nous en allons au Cyclone. Il y a aussi un certain nombre d'articles où on dispose de toutes ces sources à la fois. C'est souvent d'autant plus motivant et intéressant, puisqu'on peut voir le laboratoire de l'écriture du récit de voyage. On peut voir la genèse par touche ou par stratification successive de l'appréciation, des appréciations sur le pays visité, et des notes concernant l'amitié. Voilà. Oui, alors pour notre ouvrage collectif, nous, il y a deux critères qui ont été utilisés pour retenir les textes. Le premier, c'était qu'il fallait que ce soit des textes rédigés par des femmes qui ont connu l'exil au XIXe siècle, puisque c'est un peu la thématique de l'ouvrage. Et le deuxième, c'était qu'il fallait que ce soit des écrits du fort privé, c'est-à-dire des écrits où ces femmes évoquent leur exil et leur expérience de l'exil. Ça donne ensuite tout un ensemble de documents très différents. Ça peut être des correspondances, ça peut être des mémoires, ça peut être des ouvrages de témoignages, enfin on y reviendra peut-être plus tard. À partir de ces deux critères, le corpus qu'on a réussi à dégager, il était forcément numériquement limité, parce que, c'est quelque chose qui est bien connu des historiens. Au XIXe siècle, on a ce qu'on appelle une invisibilisation des femmes dans les sources dont on dispose. Les femmes apparaissent peu en comparaison des hommes dans les sources disponibles
pour le 19e siècle. Et donc, forcément, ça réduit le corpus. Si on s'était intéressé aux hommes, évidemment, il aurait été plus que décuplé. Autre limite, là, c'était des limites en compétences linguistiques. Pour en donner 2 exemples, moi, je ne parle pas du tout allemand, donc il y a un certain nombre de femmes exilées allemandes que nous avons retenues dans notre anthologie, mais ça, c'est dû aux compétences en études germaniques d'un certain nombre des auteurs, parce que moi, pour le coup, je n'avais pas du tout accès à ces textes, si ce n'est pour savoir qu'ils existaient. Et puis l'autre exemple, c'est on a un certain nombre de textes d'autrices russes. Là, on a pu compter sur une tradition dans les années 60-70 de traduction de ces textes dans un certain nombre de revues, dans un certain nombre de maisons d'édition. Donc voilà, on a pu aussi bénéficier de ce moment de traduction des textes russes pour en profiter. Enfin, tout de même, après tout cela, il reste une quarantaine de textes et une trentaine d'autrices qui proviennent d'une dizaine de pays européens. Donc, ça n'est pas si mal pour avoir un échantillon de ces exilées EES européennes au XIXe siècle. Alors, certaines, elles sont très connues. C'est d'ailleurs celles qu'on essaye de mettre en avant dans la promotion du livre. Louise Michel, Jenny Marx, Rosa Luxembourg, que sais-je encore. Germaine de Staël. D'autres le sont beaucoup moins. Il y en a que sans doute certains, dont vous n'avez sans doute pas entendu parler, et moi-même je les ai un peu découvertes en préparant cette anthologie, mais tous ces textes, ou presque, à une ou 2 exceptions près, tous ces textes ont été édités, tous ces textes ont été publiés à un moment au XIXe siècle ou au XXe siècle, donc il y a forcément un biais du fait qu'ils ont été publiés. On leur a forcément trouvé de l'intérêt à un moment donné, puisque sinon ils seraient restés sous la forme de manuscrits et on n'en aurait pas forcément entendu parler. Ils étaient destinés à être... Pas tous, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, mais ils n'étaient pas tous destinés à la publication, mais en tout cas ils ont tous été publiés, donc ça veut dire que quelqu'un à un moment a trouvé qu'il était intéressant de les imprimer et de les diffuser, et de fait, du coup, ça leur donne un intérêt particulier, ce qui pose la question, mais évidemment qu'on n'a pas traité, mais c'est un appel à de futures recherches, la question de tous les textes qui ne l'ont pas été publiés. Et là, évidemment, ce serait un tout autre travail que de se lancer dans une recherche de ces textes non publiés qui dormiraient encore dans les archives. On a juste un exemple dans l'ouvrage d'une des autrices qui faisait à ce moment-là son mémoire sur les femmes dans l'internationale socialiste des années 1860, qui a retrouvé dans les archives à Amsterdam un manuscrit non publié d'une communarde qui était partie en exil et qui avait commencé à écrire les mémoires de son exil et qui ne l'a pas publié. Donc elle a retrouvé ces fragments dont on ne savait même pas qu'ils existaient. Ça a été tout à fait intéressant. Voilà. Vous avez commencé à dire, vous avez cité les noms les plus célèbres dans votre ouvrage, mais chez vous, qui on suit et qui on rencontre, de qui suit-on les aventures particulièrement? C'est pareil, il y a des gens très connus qui sont passés à la postérité, et d'autres moins, à moins que ça ne soit que mon ignorance. Mais... Non, vous avez tout à fait raison. C'est un peu la même partition, c'est-à-dire que vous avez des voyages d'écrivains et d'artistes qui sont fort connus. Vous avez André Gide, vous avez Hermann Hesse, et à côté, vous avez aussi des figures assez familières des gens qui s'intéressent à l'écriture du voyage, comme le président de Brosse, qui est un peu l'auteur archétypique du voyage d'Italie du XVIIIe siècle. Donc qui était un parlementaire de Dijon, mais qui est passé effectivement à la postérité, après que ces textes aient d'abord circulé dans un cercle restreint d'amis et de correspondants, puis aient été appréciés, édités, mais dans leur intégralité, il a fallu très longtemps pour qu'on les connaisse. Et puis à côté, il y a des personnages beaucoup plus discrets, beaucoup moins familiers sans doute, des amateurs de littérature. Je pense à, par exemple, les auteurs sur lesquels j'ai travaillé personnellement, des gens qui ont fait une croisière hauturière, donc entre la fin des années 60 et le début des années 70. Alors,
si vous vous intéressez à la voile et si vous avez dans votre bibliothèque des ouvrages de la collection Artaud consacrée à la croisière, vous les connaissez forcément, mais voilà, Gérard Janichon, Jérôme Poncet, ce ne sont pas des figures, je pense, très familières du public. On pourrait citer aussi toute une série de cas de couples d'écrivains et de peintres. Voilà, ce ne sont pas nécessairement ni comme auteurs, ni comme peintres des gens qui sont passés à la postérité, mais on a pu retrouver leurs textes et les exploiter. Voilà, donc en tout cas, moi je retrouve dans le panorama de ce volume, la même bipartition que l'on constate dans ce travail collectif sur l'exil, entre des grandes figures et puis des personnages de rayonnement plus secondaire. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais ça c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a une différence de valeur ou d'intérêt pour l'historien et pour le public d'utiliser des textes de personnes qui font écho ou qui résonnent encore aujourd'hui, et des textes de parfaits inconnus? Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan un écrit d'une personne célèbre et d'une personne anonyme? C'est-à-dire que, comme je le disais avant, à partir du moment où il y a eu publication, c'est qu'on a considéré que ces textes avaient un intérêt. Et donc, le but, en tout cas dans cette anthologie pour nous, n'était pas de faire une sorte de Reader's Digest ou de Hall of Fame des exilés du 19e siècle. S'il s'était agi de présenter que celles qui étaient connues, on se serait contenté de faire quelque chose qui a déjà été très bien fait. Je veux dire, tous les textes jusqu'à preuve du contraire, tous les textes de Louise Michel ont été édités dès la fin du 19e siècle. Tous les textes de Jenny Marx ont été édités et réédités. Les textes de Rosa Luxembourg, on en dispose aussi. Donc, en fait, celles qu'on connaît déjà, c'est parce que leurs textes avaient été édités et réédités. Celles qu'on connaît moins, ce sont des textes qui, en général, sont parus au 19e siècle et ensuite qui n'ont pas fait l'objet de reparution. Alors, comment ça s'explique? Bon, en tout cas, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était de varier les horizons et de varier les profils politiques. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de ces grandes figures de l'exil socialiste, qui sont celles qu'on connaît particulièrement bien parce qu'il y a eu toute une tradition qui les mettait en valeur. Nous, on a essayé vraiment de brasser large. Et il me semble que l'intérêt, c'est que ça redonne un petit peu de représentativité. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais d'illustration sociologique de ce que c'est l'exil au 19e siècle. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu à la fin l'annexe biographique qu'on a proposée, on constate que très clairement, à la fin du 18e et au début du 19e siècle, l'exil, c'est un phénomène très élitaire. Ça concerne avant tout des nobles et puis plus tard des figures de la haute bourgeoisie également. Et puis qu'à partir de la deuxième moitié, mais bon, ça c'est quelque chose qui avait déjà été montré de façon plus générale, mais on le retrouve chez les femmes, à partir de 1848, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on observe un élargissement sociologique, on observe un élargissement des catégories sociales concernées par l'exil, notamment, mais pas seulement, notamment du fait de l'essor du socialisme, qui va mettre sur les routes de l'exil aussi des femmes issues de catégories sociales beaucoup plus modestes. Alors évidemment, il y a un biais, c'est que on a sélectionné ces exilés à partir du fait qu'elles avaient publié des textes. Et donc ça, évidemment, ça conduit à un biais. Combien de femmes dans tout cela restent dans l'ombre et qui ont pourtant connu l'exil au XIXe siècle? En préparant la présentation de ce soir, j'ai réfléchi sur le fait qu'on avait beaucoup mis en avant les textes de Jenny Marx, et à raison, son apport à la pensée de Karl Marx et à la structuration de la pensée marxienne a été beaucoup réévaluée dans les dernières années. Et donc, voilà, on voit dans les textes qu'on propose qu'elle a eu vraiment un rôle important. Mais, par exemple, on ne sait rien de l'expérience d'Hélène Demuth, qui est la gouvernante des Marx et qui les a suivis, elle aussi, tout au long de sa vie, dans leurs différents pays en exil, et qui a joué un rôle très important
aussi dans leur vie et dans leur situation d'exil. Elle n'a pas écrit, on ne sait rien d'elle, on ne sait rien non plus de la femme de Engels, hein, Mary Burns, qui était une ouvrière qui avait dû partir de son Irlande natale pour aller travailler dans les usines britanniques et qui avait rencontré Engels à cette occasion. Là non plus, on n'a pas de traces de ces femmes. Donc évidemment, l'écrit implique un biais, mais malgré ce biais, on a essayé de ne pas en rester à des grandes figures et de montrer que eh bien, chaque femme dans la diversité sociologique qu'elle représente avait son intérêt. Oui, moi je voulais ajouter que c'est quand même tout l'intérêt de faire une anthologie. C'est de pouvoir juxtaposer des figures très, très connues et familières à tous, avec des humbles, des personnes quasi anonymes dont les écrits ont été préservés de façon souvent un peu miraculeuse. Alors, certes, on a accédé à la publication, mais de façon très confidentielle au cours du 19e siècle. Et je dirais que nous, en tant qu'historiens, ça nous paraît aussi assez naturel de faire voisiner des humbles et des grands. Et c'est quelque chose qui finit par parler et par produire du sens. Je pense qu'on s'embêterait si on avait une anthologie ou une table des matières composée uniquement d'articles sur Madame de Staël, Flaubert, Gide, Max Frisch, Hermann Hesse, Roland Barthes et Philippe Solers. C'est pas mal que quand même de temps en temps on cède la parole à des personnalités moins familières. Ça laisse de l'espoir à tout le monde. Oui. Alors dans vos deux livres, on voyage après tout. En tout cas, on part, on doit découvrir et s'adapter à un autre monde, mais on part pas pour les mêmes motivations et les mêmes objectifs. Est-ce qu'on peut dire, pour schématiser, que chez vous, on voyage de manière volontaire et avec la volonté de découvrir, et chez vous, au contraire, de manière subie, de manière sanction, ou c'est trop schématique ? Non, c'est pas schématique. Effectivement, dans le cas de l'ouvrage sur l'amitié dans la littérature de voyage, l'essentiel des contributions porte sur des voyages dont les itinéraires ont été choisis et médités. Voyages de loisirs, de culture, d'information ou de reportage aussi, hein, puisqu'il y a quand même le séjour d'André Gide et de plusieurs de ses compagnons écrivains en Union soviétique, ou le voyage de Barthes, Solers, Kristeva en Chine. Il y a, je crois, un seul exemple, c'est l'article sur les romans d'émigration, où là on retrouve la situation des femmes issues de l'aristocratie, obligées de quitter la France révolutionnaire pour se mettre en sécurité dans des pays voisins de la France, en général l'Angleterre ou les pays allemands, parfois même la Russie. Et donc il y a une littérature de fiction qui est issue de cette expérience collective très, très fameuse de l'émigration nobiliaire. Mais c'est le seul exemple que je vois dans l'ensemble qu'on a réuni. Il me semble bien. Voilà, maintenant, l'ensemble qu'on a réuni, c'est aussi une très grande variété d'expériences, de territoires. Et donc, ce qui unit l'ensemble, c'est la problématique de l'amitié, celle entre compagnons de voyage ou celle entre les voyageurs et les personnes qu'il a laissées à son point de départ, ou bien du voyageur avec les personnes qu'il est amené à rencontrer et auprès desquelles il est amené à apprendre dans son pays de destination. Mais sinon, c'est quand même la plus grande variété de périodes, hein, puisqu'on va quand même du second XVIIIe siècle jusqu'aux années 1970, et de situations. On a des intellectuels, on a des artistes, des écrivains, voilà. Mais on a aussi des personnages qui ont rien de spécial pour les singulariser du point de vue professionnel. Et donc de ce point de vue-là, voilà, j'ai l'impression que il faut surtout insister sur cette problématique de l'amitié comme le ciment de l'ouvrage, ce qui le met quand même un petit peu à distance par rapport à l'anthologie, où le mot d'ordre fédérateur, ça reste cette expérience de l'exil, avec les solidarités qu'elle peut faire naître ou qu'elle met à l'épreuve. Mais pour moi, c'est pas exactement la même chose que l'amitié. Je sais pas ce que tu en penses, Alexandre. Non, mais c'est sûr que nous, à l'inverse, pour dire la même chose, mais à l'envers, pour nous, l'amitié a été une thématique
qui existaient, mais qui étaient quand même assez secondaires. Nous, ce qui motive les critères de choix, c'est que ces femmes exilées, dans les textes qu'on a étudiés dans l'ouvrage, elles partent pour fuir la répression. Elles partent pour fuir la répression, soit de façon préventive, soit sous la pression des autorités. Une répression qui se déclenche contre elles en raison de leurs idées politiques. Dans les deux cas, ce sont donc des déplacements qui, à la différence de la plupart des voyages qui sont étudiés dans l'ouvrage coordonné par Nicolas et Nicole, ce sont des voyages qui sont contraints. Des voyages des départs qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ce risque de répression. Et ensuite, évidemment, il y a une immense diversité de situations qu'on a essayé de mettre en valeur aussi. Hein. Alors, il y a des exilés, effectivement, des femmes qui sont parties pour fuir la répression avant qu'elle ne s'abatte sur elles. Il y a des proscrites, des femmes qui ont été expulsées presque de leur territoire de façon par une décision gouvernementale. Il y a des déportés, c'est le cas notamment de Louise Michel. Et puis, il y a aussi des départs qui sont liés à des raisons politiques, oui, mais aussi liés à des motivations économiques. C'est le cas, par exemple, d'Emma Goldman, qui part pour les États-Unis dans sa jeunesse, avant tout pour essayer de trouver une situation meilleure aux États-Unis. Alors, il y a aussi des motivations politiques, mais les motivations, elles sont beaucoup aussi économiques. Et ça, c'est une idée qui est très importante et qui est vraiment mise en avant par les historiens des exils depuis quelques années. Ces exils, ils sont étroitement liés au déplacement économique au XIXe siècle. Il n'y a pas d'un côté les exils politiques et de l'autre côté les migrations économiques. En fait, les deux phénomènes sont très liés, très mêlés, et on ne peut pas les distinguer de façon tout à fait nette. Et puis après, bien sûr, ce n'est pas la même expérience en fonction des situations. Cristina di Belgioioso, qui est une grande aristocrate libérale italienne, eh bien, elle continue sa vie de salon à Paris lorsqu'elle doit quitter le nord de l'Italie. Plus tard, après 1848, où elle a participé à la Révolution romaine, eh bien, elle part découvrir le Proche-Orient, elle voyage à travers le Proche-Orient. C'est une forme d'expérience. Malvida von Meisenböck, qui est une institutrice allemande qui participe aux révolutions de 48, elle aussi, elle part pour l'Angleterre où elle réussit à se faire une situation en raison de ses compétences professionnelles. Et puis, eh bien, pour d'autres, c'est nettement plus difficile. C'est des conditions beaucoup plus dures. Et ces conditions beaucoup plus dures, elles ne sont pas seulement une question de statut social. Le statut social y joue beaucoup, mais dans l'anthologie, on trouve beaucoup de femmes de la noblesse française pendant la période de la Révolution qui vivent des moments très compliqués après qu'elles ont dû partir de France. Très bien. Alors, sur la question de l'amitié, justement, on a bien compris que les voyages ne faisaient pas pour les mêmes raisons, mais la question du lien de la relation à l'autre reste quand même du coup au cœur de vos ouvrages. Et donc, en fait, comment et pourquoi on se fait des amis en voyage? Et en fait, le voyage et l'exil est souvent une expérience plutôt assimilée à la solitude ou une expérience solitaire. Et du coup, comment est-ce que se fait des amis en voyage, ou comment est-ce qu'on se défait d'ailleurs, ou comment des amitiés se défont aussi en voyage? Oui, donc effectivement, on peut se demander quelle est la part du voyageur solitaire finalement dans l'histoire des écritures du voyage. C'est pas forcément une question si évidente, puisque pour l'époque où on commence à avoir des témoignages abondants, réguliers, et donc qui sont acceptés par des éditeurs et qui garnissent les rayons des libraires, pour lesquels il commence à y avoir un public de curieux, d'amateurs de récits de voyage. En fait, on voyage souvent en compagnie, et pas seulement en compagnie d'un partenaire, mais de tout un groupe, hein, dans le modèle grand touriste, donc propagé par l'aristocratie britannique, mais imité par l'aristocratie française ou même l'aristocratie russe à la fin du XVIIIe et pendant les premières décennies du XIXe. On est très souvent un groupe de 10, voire 20 personnes. Ce sont des couples, ce sont des cousins, des parents, il y a plusieurs générations souvent. Vous avez des gouvernantes, vous avez des domestiques. Et donc ce sont des petites compagnies qui finalement prennent la route et accomplissent ces voyages de culture et d'apprentissage.
Bon, donc après, je veux dire, quand le voyage au XIXe siècle se défait de ce modèle aristocratique et commence à devenir accessible aux classes bourgeoises, là, on voit davantage, effectivement, des gens se mettre à voyager à deux. Ça peut être frères et sœurs, ça peut être en couple. Il y a aussi la vogue du voyage de noces dont on pourrait parler et qu'on pourrait rattacher très, très vaguement au voyage d'amitié. Et sinon, voilà, ça peut être aussi des gens de conditions égales, des femmes célibataires par exemple, qui mettent en commun leurs efforts et leurs fonds pour voyager en indépendante. C'est des choses qu'on commence à voir dès les années 1830, 1840 sur le continent européen. Et donc voilà, je dirais que le voyage a eu tendance à s'individualiser peu à peu à mesure qu'il s'est embourgeoisé et massifié, mais en même temps, on n'a jamais complètement perdu de vue le souci de partir accompagné par un proche, par un complice, par une personne avec qui on a le souci de mettre en commun une expérience. Et de la même manière, on rencontre toujours cette problématique de la conservation du lien avec le cercle des amis et relations laissés dans son pays de départ. Alors qu'à l'âge classique du voyage, on entretient très, très fortement, très régulièrement par la correspondance. Correspondance amicale qui est en fait bien souvent la matrice de l'écriture qui sert de matériau remis en forme plus ou moins au récit de voyage publié, qui est souvent, dans les premiers âges, un récit par lettre. Et de la même manière, il ne faut jamais perdre de vue les épisodes du voyage qui conduisent à des rencontres. Alors, il y a dans le modèle classique les lettres d'introduction qui font que lorsque vous arrivez dans telle ville, en Espagne, en Italie, dans les pays allemands, vous êtes amené à vous présenter dans telle maison, à être accepté, introduit dans tel salon, et à faire connaissance voilà, de vos pairs par l'intermédiaire d'une personne à qui on vous a recommandé. Il y a aussi le fait qu'on se rend à l'étranger, on traverse l'Europe ou la Méditerranée pour visiter des personnes que l'on connaît, soit intimement, soit professionnellement, soit parce qu'on est rentré en correspondance. Le cas de l'article sur l'amitié entre Henry Miller, l'écrivain américain, Laurence Durrell, l'écrivain britannique, qui se rencontrent à Corfou, qui est le lieu de villégiature et de résidence de Durrell, après être entré en correspondance de part et d'autre de l'Atlantique, parce qu'ils appréciaient leurs travaux littéraires respectifs. Ça me semble tout à fait emblématique. Donc on ne voyage pas nécessairement vers l'inconnu, mais on peut être amené à se transporter vers des lieux où des amis vous attendent. Et de nouveaux amis vont se créer. Bon, après, il y aurait aussi tous les épisodes que vous évoquez, ou les épreuves du séjour, les ressentis plus ou moins contradictoires de l'expérience commune peuvent amener voilà, des tensions. C'est pas seulement les obstacles matériels qui amènent des tensions, c'est aussi une manière de vivre l'expérience qui est différente. Ça, on le voit assez bien sur les voyages politiques dans notre livre édité avec Nicole, que ce soit pour ceux qui vont à la découverte de la Chine communiste ou pour ceux qui vont à la découverte de l'URSS stalinienne. Les ressentis ne sont pas les mêmes. Chez vous aussi, il y a la nécessité pour ces femmes ou de nouer de nouvelles amitiés dans leur nouveau pays ou dans leur nouvel environnement, ou au contraire l'impossibilité aussi de nouer des amitiés qui sont équivalentes au pays qu'on a quitté. Oui, je crois qu'il faut commencer par dire que alors, l'exil, bien sûr, déracine, il déstabilise, mais il ne rompt pas tous les liens qu'on pouvait entretenir. Et surtout, l'exil n'est pas synonyme d'isolement et de solitude. C'est une image qu'on a eue pendant très longtemps de l'exil, qu'on voyait comme une sorte d'épreuve qu'on supportait seul dans la détresse et dans l'attente peut-être un jour de pouvoir rentrer chez soi.
c'était une image très négative de l'exil qu'on a eu pendant longtemps et qui a été vraiment remise en cause par les travaux des 15 dernières années. En fait, on s'aperçoit lorsqu'on va voir les archives ou les récits que les exilés sont pleins de ressources et ils sont pleins de relations sociales. Alors bien sûr, les situations varient, hein, ils ne sont pas tous aussi bien entourés les uns que les autres, mais voilà, il y a les contacts qu'on a gardés dans le pays qu'on quitte et qu'on peut continuer à entretenir par la correspondance. Il y a ceux qu'on se crée là où on arrive, il y a les contacts qu'on trouve sur sa route, etc. etc. On peut trouver aussi des liens d'amitié dans le milieu des exilés, qui peut former comme un cercle protecteur dans le pays où on est arrivé. Hein. Alors ça dépend, c'est pas toujours le cas. Hein. Il y a aussi des tensions, des concurrences. On a quelques cas dans le livre où on a des femmes qui vraiment ne peuvent plus supporter les exilés qu'elles ont autour d'elles parce que c'est aussi un milieu qui est très renfermé sur soi et donc dans lesquels les haines ont un peu tendance à être recuites. Mais on peut aussi se faire des amis, des liens dans le réseau militant du pays d'accueil. Hein. Les socialistes, les femmes socialistes notamment, sont très bien accueillies dans ces cercles militants parce que le socialisme se structure de façon assez précoce à une échelle européenne. Voilà, alors sur l'amitié, il y avait moi un cas qui me touche, que je trouve un des plus touchants de l'anthologie. Bon, et puis en plus, il est un peu d'actualité. C'est celui de Louise Michel qui se lie d'amitié avec les Kanaks. Hein, elle est déportée après la Commune de Paris en Nouvelle-Calédonie et elle se lie d'amitié avec les Kanaks à qui elle fait la classe notamment, enfin aux enfants Kanaks, et puis elle les soutient surtout pendant la grande révolte de 1878 à un moment où la plupart des autres communards déportés, eux, participent à la répression de la révolte. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette histoire où elle explique, alors on ne l'a pas mis dans l'anthologie, mais c'est une anecdote, c'est elle qui les incite, les Kanaks, à couper les fils du télégraphe pour ralentir la communication des troupes françaises, quelque chose qu'elle a appris sur le terrain de la Commune de Paris. Et puis ça, pour le coup, on le met dans l'anthologie, c'est une amitié qui est matérialisée par une écharpe rouge que Louise Michel a emportée avec elle en quittant Paris pour la Nouvelle-Calédonie et qu'elle leur laisse en symbole d'amitié lorsqu'elle rentre de déportation en 1880. Voilà, bon, je disais que c'est d'actualité parce que moi, alors évidemment, comparaison n'est pas raison et la concordance des temps a ses limites, mais j'ai écarquillé les yeux en juin dernier quand j'ai vu que un certain nombre de leaders de la révolte du printemps en Nouvelle-Calédonie avaient été transportés en métropole pour être emprisonnés, et parmi ces leaders, on trouvait 2 femmes. Alors 2 femmes qui, elles, contrairement aux hommes, ont bénéficié d'une libération anticipée en attendant leur procès, mais qui sont quand même toujours assignées à résidence en métropole, à 17 000 km de chez elles. Donc voilà, c'est pour rappeler aussi, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, que les déplacements contraints de femmes pour des raisons politiques, ce n'est pas seulement une réalité du passé. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Pour revenir sur les motivations quand même de l'écriture et de la rédaction des écrits de soi, quand toutes ces femmes rédigent ou quand ces artistes, ces écrivains écrivent leur expérience de voyage ou leur ressenti à propos du voyage, qu'est-ce qui les motive profondément? Est-ce que c'est la gloire? Est-ce que c'est la mémoire? Est-ce que c'est déjà la conscience de la mémoire? Est-ce que c'est simplement une épreuve littéraire et artistique? Un objectif littéraire artistique? Est-ce que c'est tout ça? Oui, question difficile, à laquelle je peux essayer de répondre pour les écrivains voyageurs. Il faut voir qu'il y a une époque où le voyage n'est pas forcément considéré comme une écriture noble et comme un genre majeur. Donc on peut écrire sur son expérience viatique. C'est ce que faisaient Flaubert et Ducamp sur les routes de Bretagne, et ne pas publier. Flaubert et Ducamp en Orient, donc l'un écrit des carnets, l'autre photographie pour l'essentiel. C'est finalement celui qui collecte des images qui se fait connaître à son retour, mais celui qui a rédigé des centaines de pages de notes les laisse sans véritablement les remanier. Et c'est bien après qu'elles ont été connues du public, ces notes du voyage en Orient de Flaubert. Moi je pense que les matériaux accumulés, les notations, carnets, journaux de route accumulés pendant le voyage
Il faut du temps pour que ça prenne forme, et on peut trouver un certain nombre de cas pour lesquels l'écriture est le débouché immédiat. L'écriture et la publication, c'est le débouché immédiat. Il existe même des cas où l'exclusivité du témoignage a été préacheté par un journal ou par un éditeur, hein, ça se trouve assez facilement, ou des cas où voilà, les revenus de la publication sont supposés aider à combler le trou financier creusé par le voyage. C'est le cas de mes deux navigateurs, Poncet et Janichon, en 69-71, hein, où ils ont pu financer finalement un deuxième départ grâce aux revenus qu'ils avaient tirés de la vente du récit du tout premier. Et en même temps, donc, vous avez des cas où il faut de la distance, il faut de l'expérience, du recul pour arriver à voir quelle configuration, quel visage donner à cette expérience. Il faut peut-être aussi le recul nécessaire pour la voir comme fondatrice. Donc si on prend par exemple les voyageurs en Russie et en Chine, on voit que certains ont publié immédiatement à leur retour. C'est le cas de Gide, c'est le cas de Kristeva. D'autres, au contraire, sont restés plus circonspects, et il leur a fallu des années, parfois des décennies, pour arriver à donner une forme à cette expérience qu'ils avaient vécue, pas nécessairement d'ailleurs par l'écriture, hein, puisqu'il y a aussi des récits sous forme de documentaires filmés, hein, du voyage en Chine, qui ont été réalisés. Voilà, donc moi j'ai l'impression que c'est assez rare finalement que le voyageur soit en quête de publicité ou de gloire, même s'il a le souci de faire partager les découvertes, les épreuves et les expériences qui ont été les siennes. Et il y a finalement beaucoup de cas spécifiques, beaucoup de cas différents. Oui, bah nous aussi, la situation des exilés, elle est vraie. Enfin, les situations d'écriture sont vraiment très disparates. On a certaines exilées qui écrivent pour elles, hein, éventuellement pour leur famille, mais avec aucune intention de publier. Et là, en général, c'est assez intéressant à retracer. On s'aperçoit que la publication est plutôt le fait des descendants qui, au bout d'une ou deux générations, se disent « Ah ben tiens, ça vaudrait quand même le coup de mettre ces textes à disposition », mais ils n'ont pas du tout été écrits dans un but de publicité. Dans d'autres cas, on a des lettres qui sont échangées pendant l'exil et qui ont fait l'objet d'une publication postérieure. Dans ce cas, l'échange, il a avant tout une dimension utilitaire. Hein, lorsque les gens s'écrivent, c'est avant tout parce qu'ils ont des choses à se dire. On a un exemple, que pour le coup j'ai travaillé, qui est celui de Pancracia Olio, qui est une exilée espagnole en France pendant les années 1830. Il y a une guerre civile à ce moment-là en Espagne, et elle échange des lettres avec d'autres femmes exilées en France de cette même guerre civile pour échanger des informations sur la situation de leur mari, qui sont en train de se battre là-bas, et donc elles essayent l'une et l'autre par leurs propres canaux d'essayer de savoir ce qu'il est advenu à leur mari respectif. Et puis le plus souvent quand même, la publication, ces textes, ils sont écrits pour témoigner. Pour témoigner, ils sont souvent vus comme un moyen de poursuivre le combat, notamment chez les socialistes et chez les anarchistes. Hein, mais c'est surtout ça, des écrits de témoignage et de combat, et puis aussi beaucoup des textes qui sont du registre mémoriel. Au XIXe siècle, le genre des mémoires est un genre qui est vraiment très, très en vogue, et les exilés, elles aussi, écrivent, publient leurs mémoires sur leur expérience, ou sur, parfois, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, mais sur l'expérience de leur mari. Et bref, dans tout ce corpus, la question de l'art, finalement, elle est assez absente. Il y a deux cas peut-être, Germaine de Stel, mais encore que
le texte qu'elle publie sur son exil, 10 ans d'exil, n'est pas vraiment un texte à vocation littéraire, il est plus un texte là aussi de témoignage contre le régime napoléonien. Et puis le vrai exemple qu'on a, c'est celui de Johanna Kinkel, qui est une démocrate allemande exilée au Royaume-Uni et qui là transcende en fait son expérience de l'exil dans un roman à clé. Un roman qui en fait est destiné à décrire son expérience de l'exil et à en exorciser les difficultés à travers une forme littéraire. Mais voilà, c'est plus une littérature de témoignage et d'intervention qu'une littérature à prétention artistique, ce qui n'enlève rien, je le dis pour pas que les gens soient rebutés à l'idée de lire l'anthologie, ce qui n'enlève rien à la qualité littéraire et esthétique de certains de ses ouvrages. Je pense notamment, dans de registres très différents et deux époques très différentes, aux mémoires de la marquise de la Roche-Jacquelin ou à l'autobiographie publiée par Emma Goldman. J'aimerais revenir sur les voyages politiques ou sur la place de la politique dans vos ouvrages, puisqu'en fait elle occupe une place centrale, et on voit que la politique pèse sur la trajectoire d'individus et d'individualité, ce qui n'est pas forcément là encore forcément acquis. Et du coup, en fait, comment se matérialise l'influence de la politique sur les relations amicales, par exemple de Gide et ses amis quand ils sont en URSS, et chez vous, carrément, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est carrément la politique et l'économie qui pèsent sur les destinées des femmes empruntées. Comment s'explique que la politique pèse autant sur la vie d'individus ? Ça s'explique dans le cas des deux articles que j'évoquais tout à l'heure par l'importance du modèle communiste au XXe siècle, qui apparaissait comme un défi au monde capitaliste en termes de civilisation, une alternative. Donc en réalité, il existe toute une littérature des récits de voyage en Russie, des récits de voyage en Chine, des récits de voyage à Cuba. Et il y a des historiens qui ont eu le souci de constituer un corpus. François Ourmand, je crois, chez Aubier, il y a une vingtaine d'années maintenant, constituer un corpus, donc essayer de faire un inventaire à peu près complet des voyages, en tout cas rédigés en langue française, sur ces pays de destination. Et il avait baptisé ça Voyage au pays de l'avenir radieux. Bon. En réalité, ça peut concerner toutes sortes de gens. Ça peut être des militants syndicaux qui font des voyages de formation, d'apprentissage, comme ça peut être des journalistes qui vont enquêter en Russie rouge ou qui vont suivre les mouvements de Mao pendant la Longue Marche. Voilà. Et ça peut être aussi des écrivains qui ont une réputation, un rayonnement, et dont le jugement est attendu, va forcément revêtir une grande importance dans le débat public. C'est le cas de Gide. Il est sûr que c'est quelqu'un qui a pris un gros risque politique et qui en même temps a choisi de prendre ses responsabilités, encouragé la plupart du temps par ses amis, Jeff Lam, Jen Dabi, etc., qui avaient partagé son itinéraire, donc qui a pris ses responsabilités pour dire au public le malaise qu'il avait ressenti devant le conformisme institutionnalisé de la pensée en Union soviétique, et l'atmosphère étouffante qui en résultait. Ça, c'est quelque chose que, malgré le caractère très organisé et très contrôlé de son séjour, du fait de sa très grande renommée, de son exceptionnelle réputation internationale d'écrivain, il avait perçu, parce qu'il avait pu finalement nouer des contacts avec des anonymes, des gens de la rue, et avoir des impressions concrètes. Mais bon, il s'agit vraiment de cas très exceptionnels, de personnalités de la vie littéraire et de la République des lettres qui se trouvent comme ça transportés dans une sorte de voyage épreuve d'un système politique complètement alternatif et concurrent à celui de l'Occident.
il y a quand même quelque chose d'unique et de tout à fait exceptionnel dans ce type de parcours. Moi, c'est ça qui me paraît frappant. Oui, nous, dans l'anthologie, il y a une question qui est assez centrale, mais qui recoupe en fait une question centrale dans les travaux actuels sur les exils, c'est quelle est l'intersection entre intime et politique. Et en fait, cette question, elle émerge pas de nulle part, et c'est pour insister sur le fait que l'histoire est toujours en train de se faire. C'est une question qui a émergé parce qu'à un moment, on s'est penché sur le cas des femmes en exil, et que, en s'intéressant à ces femmes, on a remis en cause un discours qui jusque-là était parfaitement admis et complètement accepté par tout le monde, qui les voyait comme des suiveuses, comme des femmes qui avaient dû suivre leur mari en exil, qui ne faisaient pas de politique, mais qui avaient dû partir parce que leurs maris, eux, en faisaient, et que donc elles avaient dû fuir. Et c'est intéressant parce que c'était un regard qui existait jusqu'à il y a une vingtaine d'années peut-être, un regard qui reproduisait la fameuse théorie des sphères séparées du 19e siècle. Les femmes sont au foyer où elles s'occupent de faire marcher la maison, d'élever les enfants, et puis les hommes, eux, sont dans la société et dans l'action politique. Et bien sûr, en fait, dès qu'on regarde un peu l'expérience des femmes, ce qu'elles en disent, etc., on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout comme distinction. Les femmes font de la politique en plus de la vie intime et familiale dont elles s'occupent. Et en fait, ça amène à ce que les deux s'entrecroisent en permanence. Je vous en donne quelques exemples. Les femmes sont effectivement celles qui s'occupent de tenir le foyer. Mais le foyer, ce n'est pas seulement l'endroit où on vit en exil. C'est aussi un lieu de réunion, un lieu où on accueille les autres exilés. C'est un lieu qui joue un rôle fondamental dans la vie politique en exil. C'est un lieu qui rend possible cette vie politique en exil parce que c'est un lieu dans lequel on peut se réunir pour réfléchir et agir. Penser qu'elles seraient étrangères à l'action politique, à l'activité politique, ça n'a pas de sens, même si on en reste à une vision de la femme au foyer, qui par ailleurs est fausse, mais même si on en reste à cette vision, le foyer est complètement pris par la politique. Dans les textes, là, il y en a un qui est moi que je trouve très amusant, de Jenny Marx, qui raconte le quotidien chez les Marx et qui explique que un des exilés qu'elle accueillait débarquait le matin au petit déjeuner en robe de chambre et s'asseyait au pied du lit de Karl et d'elle-même pour déblatérer sur les théories socialistes du moment. Voilà, ça montre bien que vraiment, il y a des... Ces femmes sont en permanence prises dans des questions politiques. Par ailleurs, ces femmes sont très peu au foyer. Tout simplement parce que l'exil suppose une remise en cause de la prospérité économique et donc beaucoup d'entre elles travaillent, sont insérées dans des réseaux de solidarité et donc là aussi, ces réseaux de solidarité, ces réseaux de travail contribuent à les politiser. Deuxième exemple de cette intrication, de cette intersection entre intime et politique, c'est la question de l'éducation des enfants. Effectivement, c'est une activité qui est traditionnellement dévolue aux femmes. Et ces femmes se voient aussi investies de la mission de transmettre les idéaux, de transmettre le combat politique. Alors, ce n'est pas toujours les femmes, mais on voit notamment ça dans les textes de Natalia Herzen, qui est la fille du grand révolutionnaire russe Alexandre Herzen, qui, là, beaucoup de choses passent entre le père et la fille, mais Herzen, Alexandre, prend aussi comme préceptrice Malvida von Meisenburg pour transmettre des valeurs républicaines et démocrates à sa fille. Et le contenu politique de cette éducation, il est aussi très important. Et donc, les mères se voient investies d'une mission politique dans l'exil. Et puis, dernière remarque, la politique, pour en revenir à l'amitié, elle est aussi très présente dans les relations amicales. Alors, j'en ai déjà un peu parlé. Mais particulièrement, ça c'est je pense quelque chose de très important, notamment dans la deuxième moitié du siècle, dans l'émergence de revendications féministes, qui font aussi intervenir la question de l'intime. Les textes qu'on a publiés là, de Victorine Brochet sur les communards à Genève après la Commune montrent que les réseaux féminins parmi les exilés communards sont extrêmement importants et il y a un engagement spécifique des femmes dans cet exil communard. Voilà, bon, c'est une thématique très riche, je ne vais pas plus loin, mais voilà, c'est pour montrer que c'est vraiment pas possible d'isoler la politique du reste de la vie de ces exilés. Les deux sont vraiment liés en permanence.
Très bien. Alors, j'ai tendance à penser que les ouvrages d'histoire sont toujours, en fait, ou très souvent, des ouvrages qui sont des ouvrages d'actualité, ou en tout cas qui font écho à notre actualité contemporaine. Et donc, vous l'avez déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais vous avez dit dans une remarquable interview que souvent, l'histoire sert à éclairer le présent, mais que là, en l'occurrence, sur votre dossier-là, c'était le présent qui servait aussi un peu à éclairer le passé, notamment, vous faisiez, on vous demandait si l'exil au féminin était toujours une réalité aujourd'hui, et vous signifiez. Oui, en fait, on pourrait penser que ces phénomènes qu'on décrit sont des phénomènes du passé, typiques du 19e siècle, de cette ère de révolution, de répression politique, etc. Mais si on y réfléchit un instant et que juste on regarde l'actualité, en fait, l'exil au féminin, il est encore partout dans le monde d'aujourd'hui. Je juste fait une petite liste, je suis désolé, c'est pas l'objectif de. Mais voilà, pour vous montrer que c'est partout et qu'on pourrait faire des rapprochements. L'exil féminin, bon, je vous ai parlé du cas de la Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Plus largement, qu'on pense à Taïwan, où des activistes féminines ont dû s'exiler après la reprise en main de Pékin, qu'on pense à l'Iran après la répression des manifestations de la fin 2023, qu'on pense aux femmes afghanes qui ont dû s'exiler après la reprise du pouvoir des talibans en 2021. Pensez à Marina Ovsianikova qui a fui la Russie après avoir brandi une pancarte contre la guerre en Ukraine à la télévision. Pensez à Svetlana Tikhanovskaya, la Biélorusse, qui s'est présentée à la présidentielle en Biélorussie, qui a refusé le trucage des résultats et qui a dû s'exiler en Lituanie. On pourrait multiplier les exemples. Autre façon de voir que l'exil au féminin, il est partout. Souvenez-vous, en 2021, lorsque le président Macron a décidé, sur demande du gouvernement italien, d'autoriser l'extradition d'un certain nombre d'ex-activistes des Brigades Rouges qui avaient été accueillis en France au nom de la doctrine Mitterrand en 1985. Parmi ces 7 personnes qui ont été menacées d'extradition, il y avait 2 femmes. Alors évidemment, on peut nier leur statut d'exilé politique, c'est la position que défend le gouvernement italien, et il y a effectivement un débat sur la question. Mais c'est bien ce statut de réfugié politique qui leur avait été octroyé par François Mitterrand en 1985, et c'est sur cette jurisprudence-là, enfin sur cette décision-là, que la justice a décidé d'interdire cette extradition. Donc voilà, ce qui est clair, c'est que ces questions, elles continuent de se poser avec une actualité brûlante, sans parler, et désolé d'être un peu long, mais j'en termine, du fait qu'on est dans un monde où on voit de nombreuses femmes qui tentent de rejoindre l'Europe au péril de leur vie et qu'on désigne par ce terme complètement déshumanisant de migrantes sur leur sort. Je crois qu'il faut vraiment lire le magnifique livre de la géographe Camille Schmoll, Les damnés de la mer, qui est un ouvrage vraiment fantastique parce que elle repose la question de pourquoi viennent-elles ? Est-ce que comment est-ce qu'on peut redonner du sens à leur parcours ? Est-ce que ce ne sont que des migrations économiques comme on essaie de nous le présenter ? Est-ce qu'elles sont vraiment les réfugiés qu'elles prétendent d'être ? Ça aussi, ce sont des débats qui traversent la société. Est-ce qu'il faut accueillir les personnes qui arrivent ? Est-ce qu'on peut distinguer entre personnes qui viennent pour des raisons économiques, personnes qui viennent pour des raisons politiques ? On voit bien que ces distinctions ne fonctionnent pas. Il y a eu un très, très beau livre de la sociologue Karen Akoka intitulé L'asile et l'exil, où elle revient sur cette idée. Comment est-ce que tout d'un coup, on décide d'isoler au sein des gens qui arrivent des gens qui seraient là pour des raisons exclusivement politiques ? Comment est-ce qu'on peut faire le distinguo entre telle ou telle raison ? Et donc, que peut dire l'histoire sur ces situations contemporaines ? Ou qu'est-ce que ces situations contemporaines nous permettent de comprendre de l'histoire ? Bon, je crois qu'en tout cas, historiquement, cette distinction entre motivation politique et motivation économique, elle ne tient pas, et on en a de nombreux exemples, que les deux s'entremêlent. Ça nous rappelle ensuite qu'il y a un temps long des migrations, un temps long des déplacements forcés, et que les débats qui nous secouent aujourd'hui ne sont pas des débats nouveaux, c'est des débats qui existaient déjà au XIXe siècle. Et puis enfin, peut-être, j'espère que ça ramène un peu de compréhension et d'apaisement dans un débat qui est vraiment à couteau tiré. Et ça rappelle aussi, je crois, ce dialogue entre l'histoire et le présent, que ceux et celles qui partent sont avant tout des personnes qui sont en quête d'une vie meilleure et dont on a intérêt à se pencher sur les expériences de vie pour peut-être avoir une vision des choses plus compréhensive, ce qui est un peu le rôle de l'histoire. Et alors moi j'ai une question qui va faire écho à l'exposition ici actuellement en cours sur Albert Kahn et ses archives de la planète. L'expo montre bien qu'en fait la volonté de fixer, de mettre en image, de faire naître l'image, la civilisation de l'image qui a commencé du coup il y a plus de 100 ans, mais qu'aujourd'hui on est en plein dedans. Et donc vous, en tant qu'historien, vous qui avez travaillé là essentiellement que sur des sources
textuel, revendre l'écrit. Le fait qu'aujourd'hui, en fait, l'image prenne, selon moi, un essor plus marqué, qu'à la fin, il ne nous reste que l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que ça change quelque chose dans votre pratique actuelle ou à l'avenir? Alors, sur Albert Kahn, on peut rappeler que en tant que mécène, il a aussi encouragé des voyages d'étudiants et entre autres d'étudiantes. Donc, dans la collection Écrits de femmes, il y a quand même tout un ouvrage qui a été publié et coordonné par Antonin Durand, consacré à ces témoignages, ces comptes rendus de leur séjour à l'étranger laissés par un certain nombre des boursières Albert Kahn, qui avaient pour seule contrepartie au financement de leur séjour le fait de rédiger une espèce de rapport d'étude. Alors c'est pas le même mouvement par lequel Albert Kahn encourageait à collecter des photographies sur l'ensemble des sociétés, des pays de la planète, mais ça participe aussi de sa curiosité universelle et de sa volonté de mettre en dialogue les peuples et de favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples. Mais pour vous répondre plus précisément sur l'image, pour nous, il n'y a pas nécessairement de coupure entre les sources iconographiques et les matériaux littéraires, qu'ils soient manuscrits ou imprimés. Beaucoup de carnets de voyage comportent des dessins. Beaucoup de voyageurs contemporains, ceux notamment qui publient des blogs sur Internet, ils sont nombreux. C'est quand même un des phénomènes qui a contribué à renouveler et relancer ces 20 dernières années les écritures du voyage. Rajoute aussi des photographies. Donc c'est tout un sujet finalement que les rapports entre le texte et l'image dans la littérature de voyage, peut être un sujet de colloque futur, encore que donc l'amitié avait jamais été abordée en tant que telle par la littérature scientifique. C'est ce qui nous avait déterminé, Nicole Zioub et moi, à nous lancer sur ce thème. Il me semble qu'il existe quand même une littérature un peu plus conséquente sur les relations entre le texte et l'image, mais pour les productions les plus récentes, la littérature du second XXe siècle et du début du XXIe siècle, ça serait certainement une perspective intéressante de se lancer là-dessus. Vous, l'image, non, vous passez au tour. Enfin, si, non, je partage complètement ce que dit Nicolas. Et donc pour conclure cette conférence, il faut toujours un peu parler de la recherche, de la façon dont elle se fait, donc elle se travaille. Alors vous venez de le dire, c'est le premier ouvrage qui s'intéresse spécifiquement à la question de l'amitié dans la littérature de voyage. Et en fait, si vous voulez, ma question c'est comment est-ce possible que ça soit le premier, que rien n'ait jamais été fait sur cette question-là avant, et surtout comment vous vous y êtes pris du coup pour combler cette lacune historiographique. Pour quelle raison est-ce que personne ne s'était vraiment penché sur le sujet avant nous? Oui, c'est pas facile à expliquer. Je pense que c'est en fait un questionnement qui est au carrefour entre le terrain de curiosité d'un historien et le terrain de curiosité d'un littéraire qui porte finalement moins sur la mise en écriture des voyages que sur les pratiques du voyage et les réseaux relationnels qui sont impliqués et mis en branle par l'expérience des voyages. Donc quelque chose qui pouvait retenir à la fois la curiosité et exciter une problématique de recherche du côté d'un historien, donc plus familier avec les pratiques, et du côté d'un littéraire plus dirigé spontanément vers ce qui relève de la mise en écriture. Il me semble que pour ce que je connais de la recherche littéraire, voilà, sur les écritures du voyage, il y a quand même une forme, oui, de sacralisation du texte qui fait que c'est d'abord soit une problématique génétique sur les stades et les strates de l'écriture, soit une problématique documentaire sur la manière dont
le témoignage transfigure le réel et contribue à créer du stéréotype ou subvertir du stéréotype dans les représentations du pays visité, des sociétés qu'on vient appréhender. Mais finalement, dans l'expérience du voyageur, voilà, c'est le voir, c'est l'entendre qui sont toujours mis en avant plus que le relationnel. Voilà, c'est comme ça que moi je l'expliquerai. Et bon, maintenant, comment nous étions-nous pris pour nous lancer dans cette affaire, tout simplement en publiant un appel à contribution, puisqu'au départ c'est un colloque, donc qui ne s'était tenu en fait que en visio, puisqu'il était tombé en pleine pandémie de Covid. Donc les gens qu'on était supposés rencontrer et avec lesquels on devait échanger, on ne les avait vus qu'à travers un écran. Et la fabrication du livre a permis qu'on poursuive cette collaboration et qu'on la fasse aboutir à un volume. Mais je dirais que les propositions de contribution qu'on avait eues étaient un peu de toutes origines, donc un petit nombre d'historiens, des littéraires, mais aussi des chercheurs indépendants, des gens travaillant plutôt sur le journalisme, l'écriture de reportages, donc des segments bien spécifiques des études sur la littérature contemporaine, des gens travaillant plutôt dans des perspectives très classiques sur les récits de fiction comme les romans d'émigration ou les récits de voyage d'Italie, de la littérature des Lumières. Donc finalement, du classique et de l'original, des perspectives tout à fait académiques et d'autres au contraire beaucoup plus libres dans leur approche. Voilà, ce que j'ai tenté moi-même d'incarner, alors que je suis 19e et spécialiste des écritures de voyage féminines, et en travaillant sur des navigateurs des années 1970. Voilà, un terrain sur lequel, je peux le dire, puisque j'ai fait des recherches, il n'existe absolument rien, aucune littérature scientifique n'est disponible. Donc j'étais parfaitement libre de faire ce que je voulais, et c'était dans une certaine mesure un grand confort. Voilà. C'est aussi pour être libre. Et vous n'avez même pas eu besoin de lancer un appel à contribution. Les contributeurs, vous les aviez sous la main? Oui, voilà. Bon, moi, c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis vraiment très, très heureux et très fier. C'est que, en fait, ce livre est le résultat d'un projet collectif qui a été réalisé par les étudiants du master d'histoire de l'université de Strasbourg, qui suivaient mon séminaire de recherche. Et voilà, bon, j'ai déjà beaucoup parlé. Et il y en a plusieurs qui sont dans la salle, donc peut-être que je peux leur laisser, pour ceux qui voudraient en dire un petit mot sur comment on a travaillé, ce qu'on a fait, etc. Je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous qui veut expliquer. Ne soyez pas timide. Merci Luna. Hop, je vais vous passer le micro. Je crois que vous avez subi les 2 saisons de la création de ce livre, Luna, donc c'est bien, vous aurez un regard historiquement complet. Merci beaucoup et merci d'être ici. Les souvenirs remontent quand même à pas mal de temps maintenant, ça doit faire 3 ou 4 ans je crois. Dans un premier temps, en fait, il me semble que vous nous aviez proposé différentes autrices et présenté aussi des textes. Donc moi, j'avais bossé sur Louise Michel, sur un extrait de ses mémoires. Du coup, chaque auteur et autrice avait une autrice spécifique. Du coup, après recherche, les recherches comme on a fait pour tous nos travaux de recherche. Et ensuite, il y a eu là aussi la phase sur l'introduction, où là, on s'est divisé le travail et où on s'est divisé les sujets à traiter dans l'introduction. Donc, j'ai travaillé avec un de mes collègues sur l'aspect politique, la vie politique, le quotidien politique des femmes en exil. Et ensuite, on a pu regrouper tous les travaux. Et puis, vous nous avez ensuite renvoyé le travail à relire, etc. etc. Et puis, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose. C'est monsieur Loyal, 2 minutes, désolé.
Bonsoir, je me joins au dernier mot qui était de remercier notre présence ici. Merci Monsieur Dupont de nous avoir transmis l'invitation et la proposition. La première chose que je voudrais dire d'abord, donc moi je m'appelle Louis, j'étais également dans les mêmes séminaires de Monsieur Dupont, c'est pourquoi j'ai contribué à ce livre. La première chose que je voudrais dire d'abord, c'est que pour arriver à un tel résultat, il faut un enseignant qui en veuille et qui en veuille dur. Donc pour ça, merci beaucoup pour votre ténacité. Parce que c'est vrai que voilà, c'est une recherche qui a été quand même, enfin pour ma part, moi j'ai pas suivi dès le départ, mais c'est une recherche qui a finalement été assez courte, donc il a fallu en très peu de temps suivre déjà les cours magistraux de Monsieur Dupont pour comprendre l'époque. Il fallait gérer notre recherche, il fallait traduire dans mon cas deux textes, et mon camarade avec qui on a travaillé sur les mêmes autrices, les mêmes exilés, a traduit également 2 autres textes. Donc voilà, c'était dans un temps très court, mais en même temps très stimulant, parce que du coup, il a fallu chercher beaucoup d'informations très très vite. Et donc, ça peut être une recherche concentrée, mais j'ai envie de dire efficace, puisque du coup, on a pu explorer assez rapidement l'essentiel de ce qu'il fallait avoir comme information avant d'envoyer tout ça sous le format qui était demandé, avec la notice biographique et puis les descriptions des textes. J'imagine que quand on est étudiant, c'est une vraie satisfaction quand même de voir son travail produit, édité. Il doit y avoir quelque chose de forcément très valorisant, et c'est tant mieux. C'est grâce aux presses universitaires de Strasbourg aussi. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a une question à soumettre à un de nos 2 intervenants sur tout ce qui a déjà été dit au cours de cette soirée-là? Pour le micro, mais je crois que c'est bon. Très bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier. À remercier M. Dupont et M. Bourguina. À vous remercier, vous, de votre présence. Non, sans vous signaler que les 2 livres dont il a été question ce soir sont en vente au-dessus, en haut, juste à la sortie, qui sont aussi tout à fait disponibles dans toutes les librairies partout en France et en version numérique sur Open Edition Books. Que vous pourrez retrouver cette conférence et toutes les précédentes conférences de Savoir en Partage sur notre chaîne YouTube. Il suffit de taper Presse universitaire de Strasbourg dans YouTube et vous aurez toutes les captations. Et vous annoncez que la prochaine conférence Savoir en Partage sera le 23 octobre. Édouard Mel, philosophe à l'Université de Strasbourg, évoquera son illustre prédécesseur, Jean Hering. Rendez-vous le 23 octobre. Merci et bonne soirée à vous.